Merci vraiment pour ces interventions. Je pense que la parole est à la salle avec, j'espère, des questions. Oui, moi je voulais rebondir sur remercier tous les intervenants. Vous pouvez vous présenter? Oui, Marie-Caroline Bonegalzi, conseillère d'État en service extraordinaire ici. Je voulais insister et remercier les trois intervenants, mais insister sur les derniers propos. J'ai moi-même eu la responsabilité de l'Inspection générale des affaires sociales pendant 6 ans. Je pense que nous avons tous une responsabilité dans cette communicabilité de nos résultats et dans l'univocité des conclusions qui peuvent être utiles aux décideurs publics. Et je crois qu'à la limite, c'est triste, mais enfin le contexte sur le débat sur les retraites le montre. Nos capacités d'analyse, d'évaluation sont quelquefois très subtiles, et nous savons plus exporter la complexité que nous ne savons exporter la synthèse et la capacité de décision. Et donc je voulais renchérir sur ce qui avait été dit, à la fois en termes de diffusion. Alors, j'espère que l'Inspection générale des affaires sociales continue à diffuser ces rapports, parce que je crois que dans le domaine des affaires sociales, santé, travail, emploi, il y a une telle porosité avec des acteurs sociaux que la plupart de ces productions sont attendues, identifiées. Et il faut un tempo avec le politique, mais enfin, je pense que c'est déterminant que tous ces produits ces matériaux soient partagés. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que la production, quelquefois, est trop complexe, difficile d'accès, et il faut cette espèce de sas intermédiaire, de communication, de médiation sur les résultats clés. Et je pense aussi que ça passe par d'autres méthodes de dialogue, de support, qui ont commencé à être évoquées, mais je crois que ce serait très important que chaque acteur public réfléchisse en la matière sur le mode de partage et de diffusion de ces résultats. Merci beaucoup pour ce commentaire. Oui. Ça marche, oui. Oui, bonjour. Véronique Fouque, donc je suis secrétaire générale de France Stratégie, donc je vais réagir un petit peu également sur ces différents propos. Peut-être être un peu moins pessimiste que les propos de Stéphane. La semaine dernière, il y avait l'Association française de sciences économiques qui s'est tenue à Bercy, qui réunissait justement dans une session très intéressante sur évaluation publique et spending reviews, Amélie Verdier, donc directrice du budget, Yannick Lorty, collègue éminent, d'Antoine Bozio, notre commissaire général adjoint, Cédric Audenis, et son nom est Monsieur Hughes, universitaire, Richard Hughes, voilà, universitaire à la fois à Sciences Po et Oxford, qui nous a parlé des expériences britanniques et néerlandaises en matière d'évaluation des politiques publiques et surtout des spending reviews. Alors, dire qu'on n'a pas fait de spending reviews en France, c'est peut-être un petit peu pessimiste. D'une part, chaque pays, comme tu sais Stéphane, a sa définition des spending reviews. Amélie Verdier a rapporté les 3 grands exercices qui ont quand même été menés en matière d'analyse de la dépense publique, que ce soit la RGPP, que ce soit la MAP ou que ce soit récemment CAP 22. Donc c'était des exercices assez globaux et comprehensive, enfin, disons globaux de la dépense publique. Par ailleurs, au niveau de la direction du budget, suite à la loi de programmation des finances publiques, il a été prévu de réaliser des études spending review sur des dispositifs particuliers, et ça a été mené plusieurs années de suite par l'Inspection générale des finances, en général avec d'autres inspections. Ça a donné lieu à des recommandations. Après, c'est plus facile de recommander que de faire, et là où on se heurte, c'est souvent à la décision politique. Et voilà, on est en plein dans à la fois la communication, comme disait Madame Bonegalzi, et puis dans la prise de décision, dans le courage, dans la difficulté concrètement. Donc ce que ça pose comme question, c'est à la fois une question de crédibilité, de confiance, de défiance, on peut dire exactement ce que tu as mentionné, et de qualité du dialogue social. Ce qui frappe chaque fois quand on parle des pays scandinaves, que l'on met toujours en exergue, c'est la qualité du dialogue social qui permet de prendre les problématiques bien en amont, de les anticiper, de les discuter, et à la fin, finalement, de s'appuyer sur des revues documentées, comme on dit en anglais, pour faciliter la prise de décision. Donc, en tout cas, ce sujet est absolument d'actualité. Témoignages très convergents des personnes que j'ai citées. Propositions très concrètes
Yannick Lorty, donc, qui disait qu'il y a en France effectivement une population aujourd'hui maintenant tout à fait significative de chercheurs, d'experts économiques, qui sont motivés pour s'investir sur ces sujets. Une proposition très concrète qui a émané de plusieurs d'entre eux, c'était de finalement faire à froid cette espèce d'analyse, de méta-analyse des sujets qui pourraient être proposés par les ministères, sur lesquels ils voudraient investir, parce que ce n'est pas dans la crise qu'on va réfléchir sur les retraites, enfin, il faut peut-être anticiper un petit peu. Donc, imaginez à froid, proposer aux ministères d'identifier dans les problématiques qu'ils ont à gérer, dans la méta-analyse documentaire qui peut exister, ce sur quoi on pourrait réfléchir, de manière à faire des propositions qui pourraient être portées, discutées et en effet faciliter, le moment donné, la prise de décision politique. Alors moi simplement, bon ça c'était une réaction, si j'avais une question, ce serait de dire pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, pourquoi ces méta-analyses, puisqu'il y a des exemples tout à fait passionnants que vous avez cités, M. Bozio, Mme Tomasini. Voilà, pourquoi est-ce que ce n'est pas plus présent que ça dans le débat public? Est-ce que la raison, c'est simplement cette défiance ou ce manque d'intérêt, ou à commencer peut-être par le Parlement, qui est quand même pour lui, on a fait la LOLF pour le Parlement principalement, et c'est vrai que si on peut faire un semi-échec de la LOLF sur la performance, c'est un certain manque d'intérêt jusqu'à présent, exprimé par les parlementaires, mais c'est vrai que les printemps de l'évaluation sont plutôt des encouragements, et on ne peut qu'espérer que ce soit approfondi et appuyé de plus en plus par des études économétriques et économiques. Merci beaucoup. Peut-être avant de prendre une question, une réaction sur ces deux premières interventions. Peut-être dire que sur le sujet des retraites, comme sur d'autres sujets, ce sont des thématiques qui sont extrêmement documentées, qui sont diffusées. Donc les chercheurs font un gros travail de communication, et que ça soit, alors on l'observe à l'INED sur la thématique de l'immigration, mais que effectivement les médias qui reprennent ces questions, donc vous avez La Croix, Le Monde et Arte, et donc on touche une catégorie, une frange de la population qui est finalement assez ciblée, acquise à la question de l'évaluation, et il faut trouver des moyens de toucher d'autres populations. Donc je pense que c'est un enjeu pour la recherche et pour la communication des résultats scientifiques. Et peut-être pour aller un tout petit peu plus loin et reprendre la question de Mme Bonnet-Galzi, est-ce que les outils de la communication ont été aussi intégrés dans ceux qui communiquent? Il y a d'autres domaines de la science, ou il y a d'autres domaines sur lesquels on produit des résultats, sur lesquels il est intégré aussi la manière de communiquer ces résultats. Et vous avez noté aussi, vous avez mentionné les sciences humaines et sociales, d'autres expertises. Est-ce qu'on n'a pas là un retard sur d'avoir aussi intégré la nécessité aussi d'ouvrir et de pouvoir communiquer au plus grand nombre et d'intégrer ces outils de communication qui sont peut-être pas évidents pour le grand public ou pour les institutions qui produisent ces résultats? Peut-être juste répondre pour le cas de l'INED. On a une direction de la communication, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec donc des messages assez resserrés pour donner des résultats. On a fait des... je sais plus comment on les appelle, mais donc on reprend des articles scientifiques qu'on résume sur une page et qu'on délivre sur le site internet. C'est ce que fait également le consortium européen Population Europe, qui fait aussi des cours, des choses qui se lisent vite, mais qui donnent les résultats, et puis des communiqués de presse tous les mois pour donner les avancées. Donc on fait vraiment feu de tout bois, mais quand même, ça arrive quand même sur un certain type de médias à la fin. Ça ne touche pas l'ensemble de la population, visiblement. Voilà. D'abord, merci pour toutes vos présentations. J'aimerais vous proposer de prendre deux exemples pour tester ce que vous venez de dire. Il y a d'une part la politique des vaccins, où pour ceux qui s'y intéressent, leur efficacité est bien établie. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de Français qui n'y croient pas, ou beaucoup trop en tout cas. Et donc comment peut-on faire? Et puis, parce que là, c'est des évaluations qui existent largement, mais qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Et puis, il y en a une autre, puisqu'on a aussi un éminent spécialiste, sur la réforme des retraites. Pour créer la confiance,
est-ce qu'il serait possible de rendre public le détail des méthodes de calcul, même des méthodes théoriques d'une retraite par point, quelles sont les méthodes pour fixer la valeur du point, la valeur de rachat, pour que ceux qui se sentent capables de les lire puissent le faire, puissent ensuite, des journalistes éventuellement aidés par des scientifiques, puissent résumer et focaliser sur les points de préoccupation de la population, et puis pour qu'on puisse ensuite, s'étant fixé des objectifs, aller au résultat sur un temps long. Je pense que vous allez aborder les retraites. Je peux répondre sur les retraites. Je laisserai les autres intervenants répondre sur le vaccin. Et je vais répondre sur les retraites, mais en essayant d'être court, parce qu'on pourrait faire un colloque sur la question des retraites. Mais j'aimerais vous dire peut-être deux choses. La première, c'est que oui, on devrait, et je pense que moi, ça serait une critique sur l'approche qui a été prise dans la préparation de cette réforme, on devrait mettre sur la table quels sont les effets non seulement de la réforme qui est proposée, mais des différentes options qui sont discutées. Pour moi, un des éléments qui est le plus difficile à comprendre, c'est alors même que, en réalité, sur le principe même, et tous les experts qui ont travaillé sur le sujet, de passer par exemple des 25 meilleures années revalorisées par l'inflation sur l'ensemble de la carrière, a un effet qui réduit les inégalités de retraite. Ce n'est pas intuitif, mais c'est vrai. On a de multiples exemples, on peut calculer, reprendre et montrer pourquoi c'est vrai. Je peux d'ailleurs vous faire l'explication si vous le souhaitez, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du fait. Le gouvernement n'a pas du tout communiqué là-dessus. Il n'a pas même montré un simple graphique, une analyse, pourquoi ça serait vrai. La plupart des Français, nos compatriotes, ont pris, et ce qui a été répercuté par les leaders syndicaux qui ont manifesté, en disant mais les 25 meilleures années, les 45 meilleures années, c'est pas évident que les 45 meilleures, c'est moins bien que les 25 meilleures. Donc on nous raconte des cracks. C'est faux. Le gouvernement nous raconte des salades. Mais a-t-on mis aux Français des éléments factuels pour se permettre de comprendre pourquoi? En fait, ces caractères, le raisonnement intuitif n'est pas vrai. Pour moi, c'est de l'ordre... Vous pouvez être pour ou contre la réforme, mais on devrait se mettre d'accord si on change la formule de calcul, quel effet ça a? Ça, ce n'est pas quelque chose de l'ordre du politique, c'est juste factuel. Or, il y a eu un choix, mais qui était un choix politique, de ne pas le mettre ça en avant. Et ça, c'est pas de l'ordre simplement de la question de la communication, c'est un choix qui est assumé de ne pas avoir communiqué là-dessus. Et donc, du coup, de se retrouver, j'ai eu plein de journalistes qui m'ont contacté en disant « mais le gouvernement dit ça, mais on n'a jamais vu la preuve. » Comment? Ils n'ont jamais même montré. Il n'y a même pas eu une publication de le rapport de Levoy. Moi, ce qui m'avait surpris, c'est qu'on peut faire un rapport en mettant on peut prendre quelques cas qu'on choisit bien, très bien, mais il nous faut quand même, il faut au moins une annexe qui dit, regardez les évolutions du chiffrage, de ce que ça va donner, les effets qui sont les perdants, qui sont les gagnants, comment, à quelle génération. Enfin, il faut au moins produire ça. Toutes ces évaluations ont été faites. Les administrations ont produit ces évaluations. Elles n'ont pas été publiées. Donc c'est volontaire. C'est volontaire. Parce que le haut-commissaire n'avait pas l'air de comprendre les recommandations qui lui avaient été faites par les scientifiques, si j'en juge par ces déclarations publiques. Et je pense qu'il y a eu un choix de savoir de quel est... Il y a un choix politique, et c'est là où ma propre situation de scientifique expert, mais ayant donné des recommandations de politique publique sur ce sujet-là, qui ensuite, à la fin, on se retrouve, il y a un choix d'un narratif politique, qui est de dire, on ne va pas parler de ces éléments, on va parler de certains éléments sur lesquels on va beaucoup communiquer. Voilà. Oui. Moi, j'avais deux points d'intervention. Je ne parlerai pas du sujet des retraites en tant que tel. D'abord, j'ai d'autres collègues de l'OCDE qui sont spécialistes en matière de retraite, qui peuvent être invités ici, mais de la méthode. Il y avait d'ailleurs un article de M. Bozio récemment qui parlait de la notion de Commissions of Inquiry dans les pays nordiques. Et donc là, ce qui me frappe, moi, en tant que spécialiste de la gouvernance publique, c'est sur la méthode qui a été choisie. Il
Il y a d'autres pays où normalement on fait mûrir ce genre de fruits par des méthodes. Et la méthode, malgré tout, les syndicats sont des partenaires sociaux importants. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas une Commissions of Inquiry. En Suède, ça travaille pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, on va faire intervenir les différents scientifiques. On fait co-rédiger un rapport. L'équipe de rédaction, ce n'est pas à la main du gouvernement. C'est cette commission indépendante. On aurait pu imaginer d'avoir un rapporteur issu d'une centrale syndicale, un rapporteur issu d'une autre centrale. Je sais qu'à un moment donné, même l'État, il y a eu excusez-moi de divulguer quelques informations, mais je crois que des membres de l'IGAS avaient été prêtés à la CFDT pour faire en sorte que la CFDT ait des capacités d'analyse significatives. Je connaissais une personne qui était une de mes collègues en la matière. Et donc, il faut que les syndicats soient capables d'avoir des capacités d'analyse et de co-participer à la décision pour qu'ensuite on arrive à mûrir une forme de co-diagnostic. Et j'ai également fait un autre petit ouvrage sur cette notion des organes administratifs d'aide à la décision. Et il me semble que ce qui est important, c'est la façon dont on va essayer de créer des formes de consensus ou de faire mûrir le débat. Et c'est quelque chose qui est difficile en France. Il y a eu, mais j'avais gardé en tête le rapport Charpin qui avait précédé la réforme Balladur de 93. Et il me semble qu'à l'époque, on avait fait mûrir le dossier. Je ne dis pas que c'était passé facilement, mais ça avait semblé passer moins dans la douleur qu'aujourd'hui. Peut-être que la réforme n'était pas aussi importante. Après, un deuxième point plus général, c'est que la notion de fragmentation sociale et de manque de confiance, la situation française sur les vaccins, malheureusement, elle n'est pas unique. C'est-à-dire que vous avez d'autres, je ne sais pas si vous aviez vu ce qui s'était passé à New York, dans le Upper East Side, à Londres, dans d'autres grandes villes. C'est un phénomène qui va au-delà, qui touche la matrice sociale de tous les pays développés. Et je pense que face à cela, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut d'une part des politiques publiques courageuses. Et là, on peut dire qu'en anglais on dit kudos. La ministre de la Santé a pris des mesures très claires et très nettes en la matière pour essayer d'améliorer la couverture vaccinale. Et ça, on a beau dire, mais ça me semble quand même important. Et c'est tout à fait en ligne avec les bonnes pratiques de ce que nous disent les scientifiques. Mais après, il y a un deuxième niveau, c'est qu'il faut veiller de près à la confiance dans la science et de qui porte la parole scientifique. Il faut veiller au conflit d'intérêts en matière scientifique. Il faut veiller, et malheureusement en France, comme dans d'autres pays, on a eu quelques soucis en la matière. Et donc il faut faire, à mon avis, attention à ces questions d'éthique pour faire en sorte que la parole des scientifiques ne soit pas entachée. Cette question de notion d'éthique dans la vie publique, elle ne peut plus être traitée aujourd'hui comme elle était traitée il y a quelques années. Et je n'ai parlé que des vaccins. Bien, merci. Concernant les vaccins, en fait, vous avez pris 2 exemples qui pourraient être éventuellement mis très à distance l'un de l'autre, mais en fin de compte, ils posent la question de la défiance et de la confiance. Et contrairement peut-être aux retraites où certaines études n'ont pas été montrées, au moins pour les vaccins, les études sont sur la table et puis il y a plusieurs centaines d'années de démonstration. Et pourtant, donc, c'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est une question de défiance. Il y a aussi une question d'éducation de la population, que ce soit capable d'appréhender et de s'approprier un discours et d'être capable de délivrer un discours, et puis aussi de l'éducation à la science, qui dans notre pays pose un problème, ce qui fait qu'on est plus dans la défiance et de mettre en péril même, je dirais aujourd'hui, pour certaines décisions, la parole peut-être des experts, quels qu'ils soient, plutôt que éventuellement faire cette confiance. Et ça peut avoir des impacts très forts sur les politiques publiques. Donc je crois que sur les vaccins, ça a toujours été quelque chose de magique, empirique, et aussi quelque chose de très fantasmatique. Et donc il y a un problème d'éducation et de courage politique. Il y avait une question là. Oui, bonsoir. Je suis Marie Brunagel. Moi, j'anime l'activité d'évaluation de politique publique chez EY, Ernst & Young, donc acteur privé qui répond à des appels d'offres de la Commission européenne, des institutions, administrations centrales ou collectivités locales qui ont une activité d'évaluation imposée par la Commission sur les fonds européens. Je voulais vous faire réagir sur justement les référentiels que propose la Commission européenne avec la Better Regulation de M. Juncker et puis le référentiel du comité d'aide au développement de l'OCDE quand on travaille sur les politiques de coopération et d'aide au développement. C'est des référentiels alors plutôt qui font appel à des méthodes qualitatives qui permettent, comme vous l'avez dit, de décortiquer la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi d'éclairer finalement la pertinence par rapport à des besoins, un contexte,
l'articulation entre différentes politiques publiques, qui interroge sur l'efficacité étant l'atteinte des objectifs, mais déjà, qu'est-ce qui est mis en œuvre et quel résultat, avant même de parler d'impact. Et donc, c'est finalement très complémentaire des méthodes d'analyse statistique qui se focalisent sur la mesure de l'impact. Et comme vous le dites, ça permet souvent d'expliquer les résultats d'une analyse d'impact que de revenir sur le terrain. Ça a cette vertu-là. Et l'autre vertu, c'est que finalement, ça intègre le bénéficiaire de l'action publique dans l'exercice d'évaluation, sans le mettre dans la gouvernance des évaluations, parce qu'il y a des débats là-dessus sur la participation des citoyens dans les gouvernances d'évaluation, mais dans la collecte de données sur le terrain, ces méthodes qualitatives permettent d'impliquer le citoyen, et donc c'est finalement un facteur qui peut contribuer à diffuser et à permettre l'appropriation des résultats aussi de manière plus directe. Merci pour cette question. Peut-être sur les aspects qualitatifs, vous voulez reprendre quelque chose, et puis après la partie ECDE. Non, moi j'insisterai effectivement sur les aspects complémentaires, c'est-à-dire que je crois qu'on a parfois trop tendance à penser qu'il n'y a qu'une approche, sa propre approche qui est la seule bonne. Et ce que je voulais montrer par l'exemple des méthodes qualitatives que je ne pratique pas et que mon laboratoire ne pratique pas vraiment beaucoup, c'est que néanmoins c'est très important parce que c'est parfois très complémentaire avec des approches quantitatives. Et mon point serait justement de dire qu'il nous faut parfois des regards différents parce que comprendre ce qui s'est passé, mesurer les impacts et comprendre ce qui s'est passé, c'est les choses qui vont ensemble. Moi, ce que je pourrais reprocher parfois, c'est qu'on choisisse dans certains cas de faire soit l'un, soit l'autre, alors que les bonnes évaluations doivent faire l'un et l'autre. Alors, 2-3 points. Sur le Better Regulation, c'est des guides d'analyse d'impact. Vous les retrouverez dans notre rapport parmi d'autres. Beaucoup de pays ont des guides pour les analyses d'impact. Celles de la Commission sont peut-être plus développées et ont un rôle très important compte tenu du pouvoir normatif de la Commission. Ce qui est plus important, c'est en fait la Commission européenne a eu un impact sur les pratiques d'évaluation des pays européens à travers, un peu moins en France, mais à travers les exigences de redevabilité sur l'utilisation des fonds structurels, puisqu'il y a des exigences d'évaluation très importantes, et il y a donc toute une industrie des évaluateurs, j'ai un de mes collègues de l'OCDE qui est là, qui connaît bien ces sujets, toute une industrie de l'évaluation de l'utilisation des fonds de cohésion au niveau européen, et dans des pays comme l'Irlande, l'Italie, la Lituanie ou certains des pays de l'Est, ça a beaucoup structuré la pratique d'évaluation de la sphère publique. La France n'était pas historiquement forcément un très grand récipiendaire d'aide européenne. Enfin, ce n'est pas forcément quelque chose qui structure le budget de l'État de façon aussi importante que dans d'autres pays. Donc ça a été moins senti, mais ça a eu un impact très important. Et dans notre échantillon, je ne l'ai pas dit là, on n'était pas dans ce niveau de granularité, mais on voit que dans un certain nombre de pays, les politiques d'évaluation ont été tirées par ça. L'autre sujet, c'est l'aide au développement. Là aussi, j'en ai parlé moins, parce que nous, notre sujet, c'est de parler plus des politiques d'évaluation du secteur public des pays de l'OCDE pour ce qui les concerne. Mais c'est clair que dans de nombreux cas, l'évaluation est plus développée pour les politiques d'aide au développement que pour certaines politiques publiques nationales. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours très suspect de dépenser de l'argent public des Français pour aider les autres, enfin, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc il y a des mécanismes très rigoureux et très sophistiqués qui ont été mis en la matière. D'ailleurs, la notion de what works et d'études systématiques, c'est quelque chose qui a été généralisé en matière d'aide au développement depuis assez longtemps. Il y avait le réseau GIPAL, Pascaline Dupas, qui avait été invitée dans la conférence inaugurale, avait travaillé avec Esther Duflo dans tous ces réseaux. Et d'ailleurs, nous, dans nos travaux sur l'évaluation, on a utilisé la définition du comité d'aide au développement, ce qui a d'ailleurs été critiqué par certains de nos partenaires de l'OCDE qui ne reconnaissaient pas ça comme étant tout à fait valide. Mais pour moi, c'est une sphère effectivement très importante. Je dis juste que du point de vue institutionnel, vu là où je me situe et la façon dont on aborde l'évaluation du secteur public des pays de l'OCDE pour les besoins domestiques des pays de l'OCDE, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a traité frontalement dans l'étude, mais c'est effectivement très important. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Oui, je suis Barbara Bourg-Després, Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. C'est l'inspection générale du ministère de l'Agriculture. Je voudrais vous soumettre une interrogation que j'ai sur un sujet que vous avez évoqué au cours des exposés, qui est la systématisation de l'évaluation.
dans la mesure où je me demande dans quelle mesure elle est possible. D'abord, vous avez indiqué que tous les sujets ne sont pas évaluables. Ensuite, que tout n'est pas évaluable à tout moment et qu'il faut choisir le moment de l'évaluation, qui est celui où les politiques ont produit leurs effets. Par ailleurs, l'évaluation est longue et, comme vous l'avez indiqué, souvent coûteuse. Donc, peut-on en conduire conjointement plusieurs, par exemple au sein d'un même ministère? Et surtout, vous avez bien indiqué, et c'est une conviction, que l'évaluation, pour porter ses effets, en termes notamment d'appropriation de la démarche, puis des résultats, doit être participative. Et pour avoir de la participation, il faut associer les parties prenantes, ce qui a aussi des limites quand les mêmes parties prenantes sont intéressées par plusieurs politiques. Alors, cette question de la systématisation de l'évaluation avait déjà été évoquée au cours de la précédente conférence, en prenant notamment pour exemple l'évaluation environnementale, qui est un type d'évaluation particulier, qui de manière générale n'est pas participative. Et donc du coup, je me demande si la systématisation de l'évaluation est possible, et voilà, je voulais avoir votre point de vue sur la question. Qui souhaite, monsieur Jacobson? J'aurais peut-être une réponse, excusez-moi, c'est assez direct, la réponse pour moi elle est claire, elle est non. Comment dire, j'espère être bien compris, il ne faut pas dire que l'évaluation doit être systématique ou qu'on doit essayer systématiquement d'évaluer les politiques publiques, et j'ai quelques exemples de pays en tête qui ont essayé d'évaluer systématiquement leurs politiques, et ça, comme on pourrait dire en termes polis, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, si on le rend systématique, on n'a pas les moyens de le faire correctement, ça devient un exercice mécanique, ça perd son sens, ça n'est pas utilisé, c'est une façon de dévoyer l'évaluation. Donc la réponse pour moi, elle est très claire. J'ai l'exemple australien en tête. Il y a eu à un moment donné une demande à ce que tous les programmes budgétaires soient évalués systématiquement. Donc on demandait un questionnaire, les administrations, avez-vous évalué? Oui. Et puis en fait, c'est devenu quelque chose de risible. Enfin, si Véronique Fouque était au courant de ça, les Australiens nous en ont parlé récemment. Et c'est clair que l'évaluation, c'est quelque chose de coûteux. C'est quelque chose qui doit donc être forcément un peu ciblé, organisé et prioritisé. Après, je pense que c'est un des dilemmes auxquels fait face de ce que j'ai pu voir à la Cour des comptes. Il faut aussi grader l'évaluation par rapport à l'importance du sujet. C'est-à-dire que vous avez des politiques très complexes qui sont bien évaluables, pour lesquelles vous pouvez faire des évaluations complètes. Puis il y a d'autres domaines où vous avez des pratiques d'évaluation, mais que vous essayez d'adapter à la nature du sujet traité. Parce que, en tout cas, je ne sais pas ce qu'en pensent certains de mes autres collègues, mais je ne dirais pas du tout qu'il faut tout évaluer. Moi, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que je crois au contraire que si on veut faire... et ce qu'on a un petit peu voulu faire en France en se disant on va se donner des objectifs, en disant on va évaluer toutes nos politiques publiques, on va mettre des décrets pour faire... et en fait, on finit par... on ferait mieux de faire moins, mais mieux en sélectionnant, parce qu'à la fin, on joue c'est le long game, quoi. Au sens où, en fait, si on arrive chaque année à faire quelques évaluations très bien faites qui nous amènent petit à petit, c'est-à-dire c'est les petits blocs qu'on construit, et se dire qu'on veut arriver très vite, avoir tout évalué pour prendre toutes les bonnes décisions pour arriver au point optimal, c'est impossible. Alors en réalité, il faut se mettre dans une dynamique où on arrive à construire des évaluations très solides, mais progressivement, et on a de toute façon, on a du temps, parce que on est là pour... on devrait avoir un horizon très lointain, et l'évaluation, le temps qu'ensuite on obtienne ces résultats, ensuite qu'on la communique pour arriver à faire évoluer nos politiques publiques, si on veut le faire de façon durable, il faut prendre son temps. Peut-être dire qu'à cet égard, l'évaluation qui avait été mise en place pour le revenu de solidarité active est exemplaire. C'est-à-dire qu'on s'est donné du temps. Enfin, au début, c'est allé très vite, puisqu'il a fallu mettre en place le revenu de solidarité active, mais on est revenu sur une enquête complémentaire qui a mis en évidence le phénomène du non-recours, qui était un phénomène qui n'avait pas du tout été anticipé et qui n'était pas mesurable justement par les données administratives de type CNAF. Et donc ce phénomène de non-recours est généralisable à d'autres prestations. Donc on a eu raison de se donner du temps et de revenir après et de prendre plusieurs
plusieurs aspects du RSA et plusieurs méthodes également pour évaluer ce dispositif. Oui, je vous en prie. Après, madame. Oui. Bonjour, David Kugler, la société CGI Business Consulting. Donc on intervient auprès de différents organismes étatiques aujourd'hui, et notamment des ministères dans la mise en œuvre de politiques publiques. J'avais une question par rapport à notamment un rapport qui a été déposé à l'Assemblée nationale l'an dernier et qui préconisait, il y avait beaucoup de recommandations, notamment la capitalisation nécessaire des politiques publiques pour éviter de réinventer à chaque fois une méthode et de pouvoir vraiment profiter du retour d'expérience des évaluations qui ont été faites. Et une autre grande préconisation qui portait sur la participation des citoyens à l'évaluation des politiques publiques. Donc c'est plutôt sur ce dernier point que je souhaiterais vous interroger. À votre sens, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quels sont les leviers qu'on pourrait utiliser aujourd'hui pour associer davantage les citoyens? Merci. Oui. Donc moi je pense que l'étape, donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant les what works, c'est-à-dire que on veut aujourd'hui dans la production d'évaluation, typiquement en France, le public visé est le public de décideurs au sens large. Je dis au sens large, au sens c'est pas uniquement le Premier ministre et le Président de la République, mais c'est au sens large, ça reste des décideurs ou la haute administration. On ne vise pas le plus grand public. L'exemple des what works, je trouvais que c'était un exemple qui vise à aller justement dans les méthodes éducatives, de toucher les enseignants, les praticiens, les responsables d'écoles, d'institutions, ou justement qui arrivent à faire diffuser dans un grand public plus large la question de qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur différentes méthodes, que ça soit discuté, présenté. Et je crois que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est, à mon sens, le lien manquant. Après, on pourrait aller encore plus loin de dire qu'il faudrait viser tout le grand public, aller dans les émissions en prime time pour arriver à expliquer des choses d'évaluation. Bon, si on arrivait déjà à faire comme il faut, de toucher beaucoup plus largement au-delà du public de décideurs, je pense que ça serait quelque chose de très significatif et comme objectif, ça me paraît tout à fait, on voit quand même des exemples dans d'autres pays où cet objectif-là est vraiment pris au sérieux en termes de diffusion des résultats des évaluations. Mais je pense que la question était aussi la participation du public à l'évaluation. Et il y a évidemment le problème que vous abordez sur la diffusion et le passage de et l'appropriation par le public. Et peut-être dans le domaine de la santé, il y a effectivement c'est quelque chose qui est quasiment intriqué. Dans le domaine de la santé, puis je vais revenir sur l'exemple du revenu de solidarité active, où dès la conception, des bénéficiaires étaient associés au comité d'évaluation. Et bon, pour donner une dimension humaine, on va dire, à ce dispositif très mathématique, très économique, mais pour rendre compte des difficultés au quotidien des personnes et des freins au retour à l'emploi dont n'ont pas toujours conscience les profils statisticiens économistes qui traditionnellement font des évaluations. Donc il y a un 8e collège également au CNLE de bénéficiaires. Donc moi je pense que oui, c'est tout à fait intéressant. Donc il y a aussi passé par le biais des associations. Donc quand on est en train de travailler sur la PMA, on demande on prend l'avis des associations pour mettre en place nos grandes enquêtes et pour poser les questions d'évaluation qui semblent pertinentes au regard des personnes qui sont l'objet de ces politiques publiques. Merci. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question, madame. Merci beaucoup. Anne Perrault, Inspection générale des finances. J'avais une question sur l'expérimentation. Il y a certaines politiques publiques qui se prêtent bien à des déploiements territoriaux, disons sur des territoires limités. Est-ce que vous pensez que de nombreuses politiques publiques pourraient faire l'objet d'une expérimentation à échelle réduite, avec la définition de population témoin dès le départ, auquel on pourrait comparer
avant même la mise en œuvre de la politique en question, les mesures qui sont préconisées? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait recourir de manière plus systématique à ce type d'expérimentation? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait annoncer à l'avance les critères à l'issue desquels on adopterait ou au contraire on rejetterait l'application ou la généralisation de la politique en question, ou éventuellement son évolution avant de la généraliser? Comment vous voyez l'utilisation de l'expérimentation? Ça permet de faire des expériences contrôlées et plus des expériences naturelles, mais on a l'impression qu'on peut en tirer beaucoup de profit. Donc moi je pense qu'on peut en tirer beaucoup profit et qu'il y a de nombreuses en fait d'interventions qui en fait sont très adaptées à ce type d'expérimentation. Ce qui est très important pour moi, c'est en fait la démarche dans laquelle on rentre dans l'expérimentation. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par dire je vous annonce la politique, donc je vous annonce ses effets parce que j'y crois et je viens devant les électeurs parce que je sais que j'ai la solution à votre problème, ça se prête très très mal à dire on va faire une expérimentation, parce que faire l'expérimentation, vous êtes obligé d'annoncer que vous ne savez pas tout à fait les résultats, et donc c'est pour ça qu'on va expérimenter pour voir si ça, les résultats expérés. Donc je pense que la démarche d'expérimentation, c'est dans des choses qui sont moins, on va dire, des très très grands types de politiques publiques. Est-ce qu'on ne va pas expérimenter le CICE? On ne va pas dire on va tirer au sort les entreprises qui vont avoir des... Donc par contre, il y a tout un tas de politiques publiques où en réalité, on ne sait pas bien si c'est totalement efficace, si c'est la bonne façon de faire, et d'arriver dans une démarche où on dit on aimerait expérimenter dans un cas local et donc du coup essayer de voir si cette idée-là qui a vraiment les résultats qu'on attend. Je pense que c'est une bonne façon, en réalité, de rendre sur le temps long et finalement de décrisper l'évaluation, parce que c'est une façon de se dire, bon, essayons avant de généraliser, d'arriver à avoir des éléments probants pour dire, bah, ça a marché si on l'a fait dans telle et telle localité, passons à l'étape suivante pour envisager sa généralisation. Et on peut débattre de la généralisation d'un point de vue politique au vu des résultats de l'expérimentation. Je pense qu'on peut rappeler le rapport sur l'expérimentation du Conseil d'État qui a été remis au Premier ministre à l'été ou à l'automne. Vous vouliez faire un dernier? Oui, intuitivement, à l'OCDE, on est aussi très favorable à l'expérimentation. Parce qu'en fait, nos travaux sont aussi sur l'innovation dans la sphère publique. Expérimenter, c'est quelque chose qui permet de dégager un espace d'innovation, de voir si on pourrait faire autrement. Il me semble qu'il existe en France des possibilités réglementaires de faire de l'expérimentation, mais qu'elles restent un peu trop bridées. C'est-à-dire que je pense que la possibilité existe, mais elle n'est peut-être pas suffisamment utilisée. Effectivement, après, il y a les questions éthiques. Expérimenter sur certains traitements, c'est compliqué en matière de santé. Mais il y a d'autres domaines. Excusez-moi, je donne un avis tout à fait personnel, mais par exemple sur le suivi des chômeurs ou sur la prise en charge de la dépendance, on pourrait imaginer regarder différentes méthodes alternatives pour voir quels pourraient être les résultats. Bien, écoutez, je vous remercie. Il est 19h31. On m'a donné des consignes extrêmement strictes. Je voudrais remercier vraiment tous les intervenants et évidemment la salle pour ces échanges. Merci beaucoup.